Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 44e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir notre collaborateur soccer David Coffer pour un spécial Coupe du Monde 2022. David, je suis excité, je suis sûr que c'est la même chose pour toi. Merci d'avoir accepté mon Ah, invitation. ouais, salut Étienne. Bah, écoute, c'est un plaisir d'être là avec toi. Regarde, l'excitation, elle est là. J'ai sorti le Ouais. maillot. Écoute, là, on est à quelques jours du début du tournoi. On n'est pas habitué d'avoir une Coupe du Monde en novembre, mais faute de températures beaucoup trop élevées au Qatar, ben, c'est ce qu'on a sous la dent. Puis en même temps, ça fait changement. Et, justement, le premier match sera le 20 novembre. Donc, la compétition se déroulera du 20 novembre au 18 décembre. On débutera avec un match Qatar-Équateur. Et puis, dans les derniers jours, on a finalement eu la confirmation de l'alignement complète de l'équipe canadienne. On en avait déjà parlé au printemps. Je pense que le noyau est très, très similaire. On va se lancer un petit peu dans une analyse un petit peu plus complète. Mais la troupe de John Erdman rentre dans ce tournoi en étant 41e rang mondial. C'est pas, Ils sont loin d'être les favoris, mais c'est une équipe qui est quand même très, très intéressante, là. Donc, globalement, qu'est-ce que tu penses des sélections puis de ce qu'on peut attendre un petit peu de l'équipe canadienne, là? Ouais, alors l'équipe du Canada, écoute, c'est une équipe qui est en constante évolution. Ouais. Rien que déjà, cette qualification pour la Coupe du Monde, j'ai envie de dire, même il y a 2, 3 ans, on s'y attendait pas du tout. Non, Donc, ça a été une belle surprise. Je pense que c'est important de y aller pour vraiment pour vivre une expérience, de pas forcément se mettre une pression sur le résultat, sur de se donner trop d'attentes, parce que comme je dis, pour eux, rien que déjà de se qualifier, c'est quelque chose de gros. Mais au vu de leur qualification, forcément, on en a des attentes, même si on absolument. veut ne pas en avoir. Écoute, c'est une équipe avec pas beaucoup de stars, mais il y en a quand même deux de niveau international. Ouais. Jonathan David, qui a seulement 22 ans, qui joue à Lille, qui a fait partie des meilleurs buteurs du De championnat de France, France, ouais. exactement, qui a été connu une superbe saison l'année dernière. Cette année encore, il confirme. On a forcément Alfonso Davies aussi, Absolument. 22 ans aussi, qui est très très jeune, mais qui a une sacrée expérience avec le Bayern de Munich. Là, on a eu un petit peu peur. Là, pendant un moment, on a cru à une petite blessure, mais Absolument. Je pense que apparemment, c'est le Canada au complet qui a retenu son souffle. ouais, Ça, exactement. Ouais. ça montre un petit peu la précarité de l'équipe. Tu as parlé que, oui, effectivement, qu'on a eu peur un petit peu. Si ce joueur-là avait été pour s'absenter, ça aurait été pratiquement une catastrophe pour l'équipe canadienne. Et je pense que ta mentalité est bonne. On arrive là, on espère bien faire. Si on a des résultats, tant mieux, mais on va aller chercher un bagage d'expérience parce que c'est quand même impressionnant et de dire que la dernière fois que l'équipe canadienne était en Coupe du Monde, ben, toi et moi, on n'était pas nés en 1986 et puis c'était la première et unique fois, donc on n'avait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent dans les dernières années. Et là, on est déjà assuré d'y retourner dans 4 ans, donc plusieurs joueurs qui sont dans ce noyau-là vont sans trop se projeter, mais ont pratiquement la certitude qu'ils vont faire partie de l'équipe. Donc, c'est très positif. On va, si tu veux bien y aller position par position, on va regarder un petit peu où sont les forces et faiblesses de l'équipe. On va commencer par la position de gardien de but, hein. Le poste de partant va aller au vétéran de 35 ans, Milan Borjan, qui joue en Serbie. Dans son cas, je pense que c'est vraiment, sans être le meilleur gardien du tournoi techniquement, il va faire le travail, mais c'est surtout son leadership qui est extraordinaire dans l'équipe, là. Ouais, écoute, c'est un gardien que je connaissais pas beaucoup. Je me souviens, ça m'avait amusé les premières fois que je l'ai vu parce qu'il a un Ouais, style un peu atypique là, c'est avec son gros pantalon. jogging. Ouais, là, je pense qu'au Qatar, je pense qu'il va quand même les troquer pour des shorts. Ouais. Mais ouais, donc je me souviens les premiers matchs que j'avais vus là, de Team Canada. Et écoute, je dis, oh là, qu'est-ce que vaut ce gardien? Puis j'avais commencé à regarder un petit peu, lire sur lui. Là, je sais qu'il est chez les Étoiles Rouges de Belgrade. Ouais. Donc c'est quand même un club européen respectable. Comme tu dis, je pense qu'il va apporter du leadership. Euh, j'ai des matchs de qualification que j'ai vus sur lui. Comme je dis, c'est un gardien atypique, mais qui fait les arrêts et qui les fait au bon Ouais, il moment. est explosif. Ouais. Il a sorti des sacrées belles performances au moment voulu.
Donc, écoute, est-ce qu'il sera supporter la pression d'une Coupe du Monde? Ça, je ne sais pas, parce que c'est quand même quelque chose. Mais je pense qu'il va apporter un certain leadership à l'équipe, ça, c'est sûr. C'est définitivement le gardien numéro un. Je pense que si Maxime Crépeau avait été disponible, peut-être qu'on aurait pu le voir dans une rencontre, dépendamment de certains résultats. Ben là, ce n'est pas le cas. Dane Sinclair du Minnesota United et notre gardien local, James Pantemis du CF Montréal, qui sont les seconds. Parlons un petit peu du CF Montréal là, pour présenter le reste de l'équipe. 6 joueurs de l'équipe qui sont dans la formation. C'est de loin l'équipe qui est la mieux représentée. Et justement, la défensive canadienne, je pense que l'équipe du CF Montréal va vraiment avoir son empreinte sur cette défensive-là. On peut, sans se tromper, mentionner que Kamal Miller et Alistair Johnson risquent d'être des partants. Steven Vittoria aussi. Ensuite, des joueurs comme Richie Laria, Sam Adekugbe qui ont des bonnes chances d'être partants dépendamment de la formation. Mais c'est agréable de voir des joueurs du CF Montréal qui vont être partants pour l'équipe canadienne. Exact. Et écoute, c'est une force. Quand tu m'as demandé tout à l'heure qu'est-ce que je pensais de l'équipe canadienne, euh, j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Comme tu dis, c'est qu'on a 6 joueurs d'une même équipe. Je Ouais, pense que ça c'est arrive extraordinaire. nulle part dans aucun autre pays qui va jouer la Coupe du Monde. Ça arrive. Et mine de rien, c'est une force. C'est une force parce qu'il y a des automatismes qui sont là, des automatismes qui vont être créés. Là, comme tu dis, normalement, s'il n'y a pas de blessure, Kamal Miller et Alistair Johnson devraient faire partie du 11 partant. Donc, 2 joueurs qui se connaissent bien, qui sortent d'une belle saison en plus avec le CF Montréal, donc qui ont engrangé beaucoup de confiance. Donc, ça peut être que du positif pour le Canada. C'est sûr qu'après, on est sur un niveau international. Voilà. Mais moi, j'ai confiance en ces joueurs-là et non, Où ils ça peut être vont, de belles surprises. où ils vont céder dans un certain talent par rapport à des joueurs top mondiaux. Ils vont aller le chercher par cette chimie-là qui est très, très développée. Le prochain joueur que je vais te nommer n'est pas nécessairement, ne sera pas partant. On ne peut pas s'attendre nécessairement à le voir dans cette compétition, mais de voir Joel Waterman, qui a une saison fantastique en club, c'est vraiment une très, très belle progression pour lui. Là. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, je pense qu'il y a 1 an, 2 ans, jamais il aurait pensé pouvoir faire la Coupe du Monde au Qatar. Donc, je pense que pour lui, rien que déjà d'être dans le groupe, ça va être une sacrée expérience. Après, une compétition, ça va vite. Il y a des blessures, Absolument. il y a des expulsions, il y a des faits de jeu. Écoute, faut qu'il soit prêt. Puis, je pense que si on a besoin de lui faire confiance, il saura répondre présent également. Le milieu de terrain, maintenant, je pense que ça pourrait être le talon d'Achille de cette équipe-là. Il manque de profondeur, il manque un petit peu de talent brut. Au niveau d'un milieu relayeur, je pense que ça va là. Stephen Eustechio, le jeune joueur de 25 ans qui joue au FC Porto, fait le travail et il y a une belle chimie avec ses attaquants de pointe. Donc, Eustachio fait du très, très bon travail au milieu un petit peu plus offensif. C'est en milieu défensif que c'est un petit peu plus maigre. On regarde les candidats possibles. Là, ben, il y a le vétéran Atiba Hutchinson, 39 ans. Va-t-il vraiment jouer tous les matchs? On peut en douter. Ensuite, n'en déplaise à Samuel Piette qu'on adore, est-ce qu'il est vraiment le niveau pour être partant dans l'équipe canadienne? C'est quand même un pensez-y bien. Là. Hmm. Non, c'est sûr que bon, je pense que c'est des joueurs qui n'ont pas forcément cette renommée mondiale. Tu sais, même, honnêtement, moi-même, je les connais pas énormément. Je connais leur nom parce que je les utilise des fois à FIFA. Mais non, écoute, après, je pense que je fais très confiance à Herman, le coach, Ouais. qui a su construire et bâtir une équipe. C'est une équipe où il n'y a pas beaucoup de rotation. Si je regarde depuis 1 an et C'est demi, c'est souvent sensiblement les les mêmes mêmes joueurs joueurs. qui Ouais. reviennent, même plus, 2, 3 ans. Donc je pense que ça peut être cette force-là, mais ce ne sera pas une Ouais. force individuelle, mais plus une force collective au milieu de terrain. Jonathan Osorio du TFC est quand même un bon leader pour cette équipe. En profondeur, on parle d'un Marc-Anthony Kay qui a des résultats en dents de scie un petit peu avec l'équipe. Liam Fraser, un jeune joueur, 24 ans, qui joue en Belgique. David Waterspoon, qui joue en Écosse. Mais le nom que je voulais vraiment parler, et honnêtement, j'ai regardé certains reportages
en France, en Angleterre, et on parle de ce joueur-là, c'est extraordinaire, comme potentiellement un des meilleurs jeunes du tournoi. Ben, c'est notre Ismaël Koné, 20 ans. Sera-t-il partant? J'ai certains doutes, mais je suis assuré qu'il va avoir des minutes et des minutes de qualité et il risque de se faire valoir aux yeux de la planète foot au complet, là. Ah, écoute, il y a 2 jours, 3 jours, je regardais là, sur mon téléphone une notification qui parlait justement de la liste du Canada. C'était un site français et justement, il disait, et la pépite, Ismaël Voilà, Koné, il parlait la de pépite. pépite, un site français. Et pour vous dire, eux-mêmes qu'ils n'étaient même pas renseignés parce qu'ils parlaient encore de l'impact de Montréal. Ils ont Ouais, dit l'impact parfois. de Montréal. Donc, c'est pour montrer quand même que malgré ça, s'ils le nomment la pépite, là, c'est que ça commence, c'est un nom qui commence à circuler. Je pense que ça peut être le facteur X de l'équipe. Ouais, Il y a toujours un joueur comme ça auquel on s'y attend pas, hein. Lui, c'est tout nouveau, ses sélections aussi. Là, j'ai vu qu'il a marqué un but très beau but contre lors de sa contre dernière. le Bahreïn. Ouais, exact. Il est pareil, il est rempli de confiance. C'est un joueur qui a l'air de supporter la pression. Enfin, c'est des joueurs modernes, hein. C'est des joueurs qu'on aime, qui sont à l'aise, balle au Voilà. pied, qui techniquement sont forts, sont doués. Et je pense vraiment que ça peut être vraiment le facteur X de cette équipe-là. Au niveau de l'attaque, Herdman aime beaucoup y aller avec Alphonso Davies comme ailier gauche, si on veut, Tajon Buchanan comme ailier droit. Dépendamment des schémas tactiques, il peut y aller avec un ou deux attaquants. Si c'est un, ce sera Jonathan David, tu en as parlé. Si c'est deux, ce sera Carl Larin qui joue à Bruges avec Buchanan, justement. Larry n'a pas eu beaucoup de temps de jeu dans les dernières semaines avec son club, donc ça sera à voir. Mais Buchanan, David, Davies, avec un Lucas Cavallini, Liam Miller et Keogbo en profondeur, c'est une attaque qui est quand même très équilibrée. Et je pense que pour la première fois de l'histoire du Canada, on peut espérer marquer un but en Coupe du Monde cette année-là. Ouais, bah, comme je te disais, hein, je te parlais de 2 joueurs internationaux. Bah, tu viens de les citer, Alphonso Davies, puis Jonathan David. C'est des joueurs qui ont joué contre les meilleurs joueurs de la planète, donc ils savent, c'est des joueurs qui ont eu la chance de jouer la Ligue des Champions l'année dernière avec Ouais. Lille, Jonathan David, Alphonso Davies avec le Bayern. Donc ils connaissent les grands rendez-vous. Ils vont vouloir briller aussi, hein, donc ça c'est sûr. Ce sont des joueurs Euh, qui risquent d'exceller en relance. On s'entend que le Canada n'aura pas la possession dans la majorité de ses matchs, mais on a des défenseurs et des milieux qui sont capables de leur remettre le ballon. Et surtout, dans le cas de Davies, c'est un marchand de vitesse incroyable. On le voit avec le Bayern Munich, un des joueurs les plus rapides sur le terrain à chaque match. Et Jonathan David, c'est un finisher extraordinaire. On pourrait parler de lui dans les prochaines années comme un des meilleurs finishers au monde. Je pense qu'on en est là dans son cas, donc c'est quand même assez extraordinaire. On va y aller des rendez-vous à ne pas manquer. La première rencontre du Canada sera contre le Belgique, la Belgique, pardon, mercredi le 23 novembre à 2 heures. Le deuxième match, dimanche le 27 novembre à 11 heures contre la Croatie et on termine jeudi le 1er décembre à 10 heures contre le Maroc. Parlons-en de ce groupe, de ce fameux groupe F qui est né franchement pas simple pour le Canada. Je pense qu'on aurait vraiment pu tomber dans des groupes un petit peu plus avantageux. C'est pas le cas, on va faire avec ce qu'on a. Commençons avec la Belgique, qui ont quand même un classement de deuxième mondial, mais selon moi et plusieurs analystes, les meilleurs moments sont probablement derrière eux, avec des Lukaku, des Hazard, des Courtois qui sont moins dominants, là. Ouais, c'est sûr. Écoute, on parlait de génération dorée, hein. Ça fait depuis Ouais. aussi bien l'Euro qu'à la dernière Coupe du Monde, avec cette fameuse génération des Hazard, De Bruyne, Lukaku. Enfin, ça allait de partout. Je De pense Bruyne qu'ils. reste dans l'élite mondiale. Je pense que c'est important de le dire, là. Ouais, ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais c'était vraiment cette génération dorée. Ouais. Je pense que ça reste quand même une équipe très compétitive. Ouais. Je pense qu'ils ont engrangé aussi beaucoup d'expérience. Souvent, c'est ce qu'on leur reprochait avant. On leur disait, ah oui, c'est vrai Ouais. que sur papier, c'est une superbe équipe, mais ils sont jamais allés vraiment très loin dans les différentes compétitions internationales. Donc là, je pense qu'ils ont engrangé l'expérience nécessaire, mais c'est une équipe vieillissante. Ouais. La dernière nouvelle, Lukaku connaît pas une bonne saison, il n'arrive pas forcément très bien en forme.
Mais il y a des joueurs d'exception, hein. Kevin De Bruyne, un des Peut meilleurs changer joueurs un de la match à lui planète. seul, là. Exact. Donc, quand même, une équipe à surveiller. Du côté de la Croatie, ils rentrent dans le tournoi en étant les 12e mondiaux. Je pense qu'on j'ai entendu certains commentaires. Je pense qu'on les sous-estime peut-être un petit peu. On n'a plus l'explosivité qu'on avait dans la belle époque de Modric et de Rakitic, pardon. Rakitic, ouais. Mais on a un solide milieu de terrain là, avec des Kovacic de Chelsea, Perisic, Tottenham, Brozovic avec l'Inter. Donc, ce ne sera vraiment pas évident de s'imposer en milieu de terrain avec ces trois bonhommes-là qui sont dominants pour la Croatie, là. Ouais, alors cette équipe croate, c'est délicat aussi parce que faut pas oublier que c'est la dernière équipe finaliste, hein. Elle Ouais. s'est rendue jusqu'en finale de la dernière Coupe du Monde. Mais c'est ça, c'est que souvent on se dit, enfin, si on regarde individuellement, oui, il y a des bonnes individualités. Maintenant, je pense pas qu'ils soient capables de faire un parcours comme ils ont fait, comme en 2018. Même chose, Modric, qui a été un ancien ballon d'or, hein, faut pas Ouais. l'oublier. Mais pareil, il s'en vient sur sa fin aussi. Comme tu l'as mentionné, un bon milieu de terrain, des joueurs qui se connaissent bien aussi également, même défensivement. Mais je pense que cette année, ça va être limité. Je les vois pas faire un aussi beau parcours qu'en 2018. Du côté du Maroc, 22e rang mondial. Quelques similitudes avec le Canada. On a des joueurs de niveau de très grand calibre international. On peut penser à Achraf Hakimi, à Kim Ziyech, très talentueux, mais c'est assez mince quand même autour d'eux. Donc, on a un nouveau sélectionneur aussi. Je ne sais pas à quel point le système de jeu va être solide pour le Maroc, là. Ouais, le Maroc, c'est une équipe un petit peu inconnue. En plus, là, en fin de semaine, ils viennent de perdre un de leurs très bons Gros joueurs, joueur, ouais. Harit, avec l'Olympique de Marseille, donc, qui s'est fait des ligaments croisés. Donc, lui, c'est sûr qu'il ne pourra pas jouer. C'était un bon joueur. C'est la beauté d'avoir le tournoi en pleine saison, là. Ah, c'est ça, hein, mais on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont Ouais. handicapées par des blessures. Non, écoute, le Maroc, équipe africaine, c'est une équipe qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir jouer non plus. Après, c'est une équipe de passionnés. Attention, moi, ce qui me fait très peur dans les équipes africaines, c'est que c'est vraiment, il y a tout un peuple qui pousse C'est vrai. derrière eux. Cet été, je suis allé au Maroc. Écoute, des maillots d'équipe nationale, il y en a partout, tout le monde en porte. Je suis allé voir un match justement du championnat marocain. Je pense que j'ai jamais vu une ambiance aussi folle, encore plus folle qu'en Europe. Je m'attendais pas à ça. Donc, il y a quand même un vrai engouement, une vraie passion. Mais c'est une équipe, c'est vrai, qu'on n'a pas l'habitude de voir jouer. Il n'y a pas vraiment Limité de à gros noms certains qui aspects, ouais. sortent. Donc, tu vois, j'ai peut-être une petite équipe surprise à voir. Justement, allons-y. Pour chaque groupe, on va y aller de nos prédictions des deux équipes qui, selon nous, pourraient passer. Dans le groupe F, qui tu vois avancer, là? Allez, donc j'y vais avec la Belgique. Ouais. Je pense que quand même sur papier, ils sont quand même bien supérieurs. Et pour fêter ma nationalité que j'ai eue il y a 6 mois, je vais y aller avec le cœur maintenant, je peux dire ça comme ça aussi. Je vais aller, on va être joueur, puis on va dire le Canada. Extraordinaire. De mon côté, je pense que ça va être un des groupes où les matchs vont être le plus amprement disputés. Ça va être extrêmement serré. Je vois mal, par contre, le Canada battre la Croatie. Je pense que la Croatie, même si je ne les vois pas aller très très loin, ont beaucoup, beaucoup de talent à certaines positions clés. Donc, selon moi, ce seront les Belges et les Croates, mais le Canada va être dans le coup dans les trois matchs, selon moi. Et écoutez, j'espère que tu vas avoir raison et que je vais avoir tort. Mais pour être honnête, regarde, moi je pense que pour le Canada, ça va être son premier match qui va décider, qui va dicter sa compétition. Et c'est contre la Belgique, D'accord. malheureusement. Je pense que si on arrive à accrocher un match nul, un Ça serait 0-0, on extraordinaire. sait rien, une défense de fou et la Belgique qui tape 3 fois les Très poteaux, le d'accord. ballon qui ne veut pas rentrer. Et c'est tout. Après ça, une fois que tu as passé la Belgique et que si tu arrives à aller chercher un point, tous les Voilà. espoirs sont permis. Donc, allez, on croise les doigts, mais ça va être Absolument. compliqué.
Allons-y avec les différents groupes. On va commencer avec le groupe A, qui est franchement pas le groupe le plus excitant de la compétition, là. Le Qatar, le pays hôte, qui a un rang de 50e mondial. Bon, c'est plusieurs joueurs qui jouent au niveau local dans leur cas. Oui, ils ont l'effet, le momentum d'être l'équipe haute, mais on ne s'attend pas à grand-chose de leur part. Ah non, franchement, écoute, je connais aucun joueur. Je pourrais te Non, citer moi vraiment, non mais plus. aucun joueur. Souvent, justement, on dit qu'il y a il y a cet engouement de pays hôtes, puis c'est sentir poussé par le public, puis aller loin dans une compétition. Écoute, j'y crois pas du tout avec le Non, non, Qatar. c'est ça. Écoute, je connais personne. Souvent, ce que j'avais peur, mais ça avait été le cas dans une compétition au handball. J'avais suivi ça il y a une dizaine d'années. C'est le Qatar qui avait organisé cette compétition. Il s'était organisé pour naturaliser un maximum de joueurs français, OK. espagnols. Donc, c'était une équipe il n'y avait aucun réel Qatari, mais il s'était rendu en finale de Coupe du OK. Monde de handball. Écoute, c'est pas du tout le cas Non, c'est ça, en c'est des joueurs football. locaux, là. J'ai regardé les résultats de leur match amicaux. Écoute, c'est déplorable. Non, écoute, Ouais. non, Deuxième, je l'ai. Deuxième pays qui est un petit peu dans la même veine que le Qatar, c'est l'Équateur, le 44e mondial. Et on a plus de potentiel. C'est une équipe qui est jeune, talentueuse, mais sans réel meneur ni d'organisation, là. Ouais, une équipe d'Amérique du Sud, hein, c'est sûr. Il faut toujours se méfier. Ils ont une forme de Ouais, grinta là, qui leur appartient. Même chose, écoute, c'est une équipe, je connais pas non. vraiment beaucoup de joueurs On là-dedans. ne s'attardera pas trop longtemps sur eux. Non. Une équipe qui est franchement excitante, ben, c'est le Sénégal, 18e mondial. Ils ont gagné la Coupe des Nations africaines. C'est un, sinon le meilleur pays africain. Là, une question clé, c'était la Mm. présence de Sadio Mané. On pensait qu'il allait être absent. On l'a sélectionné. Va-t-il vraiment jouer des matchs? J'en doute. Mais autre Mané, il y a quand même plusieurs bons joueurs et le Sénégal, c'est une équipe qui est très dangereuse, là. Ouais, écoute, le Sénégal, souvent, on a un stéréotype qui est plus ou moins vrai, mais des équipes africaines, on dit que c'est des équipes qui sont très, très physiques, et souvent, c'est ce qu'on leur reproche un petit peu, c'est que on met le côté physique et athlétique avant le côté technique. Et le Sénégal, c'est une équipe qui est capable justement d'avoir les deux. C'est une équipe qui est très, très physique, athlétique, mais qui est aussi très technique, comme tu l'as dit, avec des joueurs comme Sadio Mané. Ils sont en pleine confiance. Ils viennent de Ouais. gagner la dernière Coupe d'Afrique des Nations au tir au but. Je crois que c'était contre l'Égypte, il me semble. L'Égypte, je crois, je peux me Ouais, tromper, mais de ouais. Mo Salah, ouais, exact. Ouais. Donc ils arrivent avec le plein de confiance. Ouais, va falloir se méfier. Puis comme tu dis, je pense que ça va être l'une des meilleures équipes africaines de la compétition. Du côté du Pays-Bas, on est vraiment en train de. C'est un renouveau. On a eu plusieurs années quand même très difficiles. Là, on arrive avec 15 victoires de suite. Moi, ce qui me marque du Pays-Bas, c'est surtout leur excellente défensive, là. Mathis de Ligt, Virgil van Dijk, évidemment. C'est une équipe qui est quand même très, très bien structurée, là. Ouais, de belles individualités, toutes de niveau international. Comme tu l'as dit, on était vraiment sur une transition depuis 3-4 ans. Et je pense que là, enfin, ils arrivent avec une équipe qui arrive à maturité. Euh, Offensivement, il y a des bons joueurs. Je pense à Memphis Depay notamment. Peut-être un petit peu juste pour, je pense, ça leur manque un vrai buteur Pour aller loin, ouais. pour peut-être aller loin. Mais je pense que ce sera suffisant quand même pour passer le groupe. On voit tous les deux, sans surprise, voir le Sénégal et les Pays-Bas Ouais. passer dans un groupe qui risque d'être peu d'égalité, disons, hein. Je pense que les résultats risquent d'être assez explosifs. Le groupe B, on peut dire que nos rivaux américains sont quand même bien tombés dans un groupe que, oui, il y a une grosse équipe de tête, mais pour le reste, ça pourrait ne pas être trop compliqué. L'Angleterre, on doit commencer avec eux, 5e mondial, équipe très, très talentueuse, surtout en attaque, là, avec des Harry Kane, Phil Foden, Mason Mount. Donc, on arrive avec quand même beaucoup de confiance. Alors écoute, l'Angleterre, c'est très spécial. C'est une équipe que j'aimerais même mettre dans les favoris, même pour gagner la compétition. Je les Ouais, mettrais dedans. Sur papier, je trouve que sur papier, ils ont une équipe incroyable ouais. sur tous les niveaux. Offensivement, j'aimerais pas être le coach parce que
entre Foden, Kane, Rashford, On en euh, laisse des bons sur le banc. ouais, Sterling, etc. Là, tu as Sancho qui est blessé, j'ai vu qui est pas dans la liste. Ouais. Mais bref, vraiment sur papier, une excellente équipe qui s'est rendue loin quand même en finale de l'Euro, qui perd contre l'Italie. La dernière Coupe du Monde, il me semble, ils perdent au pénalty aussi contre la Croatie en demi-finale. Donc, tu vois, les deux dernières compétitions internationales, ils sont allés loin. Mais j'ai un mais avec eux, c'est que moi, je les regarde souvent jouer à la télé. Puis je trouve qu'ils ne développent pas de jeu. Chaque fois que je les regarde jouer, avec le talent qu'ils ont, je trouve que c'est toujours compliqué. J'ai du mal à comprendre leur schéma, leur système. Je trouve qu'ils ne sont pas aussi dominants qu'ils devraient l'être. Donc je me questionne pas mal. C'est sur papier, oui, archi favori, Le mais je trouve collectif est peut-être ouais, un il manque peu une à certaine revoir. Ouais. structure. Ouais, Du côté de l'Iran, 20e mondial, je pense que si on était arrivé dans un autre contexte, ça aurait pu être favorable. On a des bons joueurs, la majorité joue au niveau local, mais on arrive dans un contexte sociopolitique qui est complètement euh, épouvantable pour cette sélection-là. On sait tout ce qui se passe, on ne rentre pas en détail de tout ce qui se passe en Iran, mais ça va être difficile d'avoir 100% la tête au foot là, pour l'Iran, là. ouais, exact. Puis déjà de base, je pense que c'est pas une équipe élite. Donc non, je pense que ça va être compliqué Ouais. pour eux. Ça va être compliqué pour eux. Les Américains, on les connaît, hein, on les a affrontés à de nombreuses reprises dans cette qualification pour la Coupe du Monde. On a des bons joueurs, on pourra marquer des buts, surtout avec un Christian Pulisic. Il y a quand même un manque au niveau des milieux et de la défense, mais on voit de plus en plus de joueurs, jeunes joueurs américains bien faire au niveau international. Donc, comme le Canada, c'est un pays qui est en émergence, là. Ouais, exact. C'est bien résumé. Je pense que c'est un pays justement qui se développe énormément avec leurs différentes académies notamment, avec l'expansion de la MLS aussi. Faut leur laisser le temps. Même chose que le Canada, qui engrangent de l'expérience. Ils sont automatiquement qualifiés pour dans 4 ans. Pas d'attente pour eux, comme je te dis, à part les joueurs que tu as cités, Pulisic, c'est pas des joueurs que je connais particulièrement, mais c'est un groupe où il y a de la C'est place. Il y a de la prenable, ouais. place pour aller chercher une deuxième place. Oui, absolument. Puis justement, on va parler de cette dernière équipe. Les Pays de Galles, c'est quand même une équipe qui est intéressante à analyser, là. Ils sont 19e mondiaux. C'est leur première présence en Coupe du Monde depuis 1958. J'ai l'impression qu'on va être moins dangereux que lors de l'Euro, car on a des joueurs de pointe qui sont vieillissants, mais on a quand même une confiance et certaines attentes d'avancer. Donc, c'est spécial dans leur cas, là. Ouais, écoute, on a leur ultra vedette Gareth Bale, c'est Ouais. sûr, qui est vieillissant, mais Il n'a écoute, il pas a quand beaucoup même réussi à, joué. mais il a quand même réussi à marquer à la 119e Ouais. minute en finale de MLS, donc il est toujours là. Non, écoute, c'est une équipe physique, c'est une équipe. Je me souviens pendant les qualifications de l'Euro, j'ai regardé, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il marque un but, c'est sur coup de pied arrêté Ouais. de la tête. Non, c'est pas, je vois pas, je les vois pas aller loin. Je les vois pas aller loin, mais comme je te dis, c'est comme c'est un groupe très très ouvert. Je Ouais. pense que Et ils peuvent faire partie des surprises de ce groupe-là. je suis curieux justement de voir ta prédiction. On s'entend que l'Angleterre risque de terminer premier. Qui tu vois Ouais. passer en deuxième? Moi, j'irai avec Angleterre et USA. C'est mon choix aussi. Je pense que les Américains pourraient passer de justesse. Le groupe C, le groupe de l'Argentine, hein, on n'a pas le choix de l'appeler comme ça. Donc, ils sont troisième mondiaux, possiblement la dernière Coupe du Monde de Messi. Là, on sait que Messi a souvent changé d'avis, contrairement par rapport à sa sélection avec l'équipe argentine. On arrive avec beaucoup, beaucoup de momentum. Finalement, une victoire en Copa América. Donc, c'est peut-être pas l'équipe la plus talentueuse qu'on a déjà vue au niveau de l'Argentine, mais on a un excellent système de jeu, là. Ouais, 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 comme tu dis, ils arrivent avec le plein de confiance. Dernière Coupe du Monde de Lionel Messi, hein, on le voit, c'est sûr qu'il va haranguer toute son équipe là. Lui, il veut aller la chercher. Je pense que c'est une équipe qui est plus complète que les autres années, peut-être un Ouais, peu moins talentueuse en attaque, ouais, offensivement, parce qu'on avait des joueurs avant comme il y avait Messi, Agüero, voilà. Agüero est parti, mais plus complète. Pendant certaines années, au milieu de terrain, ça pêchait un petit peu, défense centrale, c'était un peu plus compliqué.
Écoute, il en a fallu de peu à la dernière Coupe du Monde. Je crois qu'ils perdent 4-3 contre l'équipe de France en huitième de finale. S'ils ne se font pas éliminer, je pense qu'ils auraient pu aller bien plus loin dans la Ouais, compétition. Ah, c'est sûr qu'elle fait partie des favorites et je pense qu'on a tous envie de voir comment toute l'Argentine et toute l'équipe va être capable de se greffer du autour de projet Messi Messi, pour ouais. aller, du projet Messi pour aller loin. Voilà. Arabie Saoudite, 51e mondial, on ne passera pas trop de temps sur eux. Là. Tous leurs joueurs jouent au niveau local. Ça risque d'être quand même très difficile. C'est une belle expérience pour eux, mais Ouais. tournoi difficile en vue là, Ouais. pour l'Arabie Saoudite. Le Si Mexique, je me trompe pas, c'est juste, si je me trompe pas, c'est vas-y. l'Arabie Saoudite. En géographie, c'est proche du Qatar. Donc Ouais, peut-être que, petite peut-être que ça rivalité. pourrait, Ouais, ouais, peut-être que ça pourrait les aider. Ils sont habitués à la température. Mais ouais. écoute, si C'est je veux pas mal le chercher seul des élément. arguments, si je veux chercher des arguments comme ça, c'est que ça te Voilà, montre que sur papier ou sur terrain, il n'y a il n'y a pas pas grand-chose. grand-chose. Le Mexique, c'est une puissance mondiale depuis des années. On est très talentueux techniquement. On se classe très régulièrement pour le prochain tour, mais on ne va jamais plus loin. Quelle est ta perception du Mexique cette année? Ouais, bah écoute, j'ai l'impression que ça a été compliqué, même pour les qualifications. On les pensait Ouais, dominants. D'habitude, ils font partie des équipes très, très dominantes pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Cette année, ça a été plus compliqué. De moins en moins de stars. Je me oui, souviens à l'époque où on se souvenait tous de Chicharito. ouais. Et comme je te dis, j'ai moins de noms à te Vasquez, citer. ouais. Exact, exact. Maintenant, c'est des Sud-Africains. Souvent, ils ont la réputation pour avoir des joueurs très vifs, des bons joueurs de ballon, très techniques, à surveiller. Mais je plus sur une pente descendante. Donc, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont valoir. Beaucoup de jeunes joueurs qui jouent au niveau local, donc qu'on connaît un petit peu moins, donc qui pourraient nous surprendre quand même. La Pologne, 26e mondiale, on est très dépendant de Robert Lewandowski, qui, on va se le dire, il est moins bon en équipe nationale qu'en club. Il arrive après des très très bons moments avec le FC Barcelone, mais ça tourne un petit peu trop autour de lui, là. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, il est moins bon parce que forcément, il est entouré de moins bons joueurs aussi. Donc, c'est plus difficile de briller. Maintenant, la Pologne, c'est une équipe qui est habituée à faire les grandes compétitions. Elle s'est qualifiée au dernier Euro, elle s'est qualifiée à la dernière Coupe du Monde, il me semble. Donc, ils ont le Lewandowski. C'est vrai, quand on parle de Mm. Pologne, on pense tout de suite à ce joueur. Est-ce qu'il va être capable à lui tout seul de faire la différence? Je suis pas Ça va être difficile, certain. ouais. Ça va être difficile, mais peut-être suffisant pour passer les On poules. voit l'Argentine terminer au premier rang. Qui tu vois au deuxième? Ah, moi, j'irai avec la Pologne. Je vais y aller aussi avec cette surprise-là de la Pologne, là, Lewandowski. Je pense qu'il est dû pour avoir un bon tournoi. Ouais. Le groupe D, le fameux groupe D, finalement, je pense que tu devrais avoir hâte qu'on en vienne. Ouais. Mais on va commencer à tout seigneur, tout honneur. Là, la France, les champions en titre. On doit quand même noter certaines absences clés au milieu de terrain là, avec Pogba et Kanté, mais équipe très, très dangereuse quand même pour les autres dans ce tournoi. Ouais, écoute, la France remplie d'individualités incroyables. Après, j'ai certaines interrogations. Bon, la première, statistiquement, on le sait, gagner une Coupe du Monde, c'est bien. La gagner 4 ans plus tard, c'est quasi impossible. Il y a que le Brésil qui a réussi à le faire. Et souvent, en plus, ce qui est terrible, je pense que les trois derniers vainqueurs de Coupe du Monde sont fait éliminer en poule Oui. la Coupe du Monde suivante. Donc, je croise les doigts, je touche du bois pour pas que ça arrive à l'équipe de France. On a un Je pense- groupe pour avancer quand même au ouais, niveau de la France. Là. on a un groupe pour avancer. C'est des équipes qu'on a déjà jouées. L'Australie, justement, la dernière Coupe du Monde, le Danemark, on les connaît bien. C'est sûr, comme tu l'as dit, il manque Kanté, il manque Pogba, remplacé par des jeunes, Fofana, Chouameni, Rabiot. Écoute, c'est aussi, il faut que ça parte de là aussi. Ma Kamavinga. question pour toi, comment on va trouver, comment on va être capable d'inclure Benzema avec le brio que Griezmann et Mbappé ont déjà eu en équipe nationale? Est-ce que tu penses que ça va être un petit peu trop ou on va être capable de trouver cette chimie-là? Là? Non, écoute, tu sais, le dernier Euro, Benzema, il a fait partie des top players de l'équipe de France. Il a Ouais. déjà joué au dernier Euro. Bon, on sait comment c'est terminé contre la Suisse. Ça a été difficile. Non, oui, c'est sûr, il y a des égos. Il y a des égos. On le sait, Mbappé qui prend conscience de son talent et qui essaie de prendre de plus en plus de place là où il va.
Ça reste une équipe avec beaucoup, beaucoup de talent. Écoute, tu parles de Griezmann. Moi, ça a été moi. Griezmann, je sais même pas si je le mets dans mon 11 partant parce Ouais, c'était difficile. il a connu une dernière année très, très compliquée, mais il a la confiance du coach, donc c'est sûr qu'il va le faire jouer. Je pense qu'il a voulu s'assurer défensivement. Si tu regardes la liste, on a beaucoup, beaucoup de défenseurs centraux, quelques Ouais. latéraux. Il a refusé de prendre des joueurs comme Jonathan Klaus, notamment des ailiers plus pistons. Donc on sait qu'il va aller avec un système très classique, une forme de 4-4-2, 4-3-3. Je pense pas que Didier Deschamps va vouloir prendre beaucoup de risques. C'est sa dernière Coupe du Monde également, il le sait, quoi qu'il se passe. On est favori, enfin, on fait partie des Ouais, favoris. On est définitivement. les tenants du titre, mais la France sous pression n'est pas forcément la France meilleure. Ouais. Et dernière chose, la France, on a des joueurs qui sont capables de jouer contre des équipes qui sont joueuses, justement, contre des bonnes équipes. Chaque fois qu'on joue des bonnes équipes, c'est là où on a des matchs alléchants. Et chaque fois qu'on joue contre des équipes de niveau plus faible, mais qui sont regroupées défensivement, ça peut être contre le cas de l'Australie, on a toujours de la difficulté. Ouais. En 2018, écoute, on gagne à 2 minutes de la fin. Donc, mais bon, ça devrait être quand même suffisant pour aller quand même assez loin dans la compétition. Justement, très rapidement sur l'Australie, là, c'est une bonne équipe défensive, là, bon en relance, manque de talent au niveau offensif. Là. Du côté de la Tunisie, c'est la même chose. Là, on est quand même, on a quelques bons joueurs, on est quand même assez limité. Moi, l'autre équipe que je trouve franchement très intéressante, c'est le Danemark, 10e mondial. On s'est rendu très loin lors du dernier Euro. C'est une équipe qui est bien balancée. Là. On a Kasper Schmeichel, excellent gardien de but. Simon Kjær, excellent défenseur central. Christian Eriksen peut marquer des buts. Donc, et c'est le collectif qui est extraordinaire au niveau du Danemark. Donc, ça sera pas facile pour la France de terminer au premier rang de ce groupe-là. Non, écoute, le dernier match contre le Danemark, on l'a perdu. L'équipe de France l'a perdu. C'est une équipe qui est présente dans toutes les compétitions Ouais. internationales, je pense, des 15 dernières années. Ils ont l'expérience pour. Euh, manque un peu de talent offensif, selon moi. C'est sûr, c'est toujours quand il manque des top players, c'est difficile d'aller loin, mais je pense qu'ils peuvent être capables de sortir Est-ce que tu de ce penses groupe. qu'il pourrait finir devant la France en tant que premier de ce groupe ou Je l'espère pas, je le pense pas, mais tout est possible. Non, je pense pas. Je pense ouais. que la France va France devant. 1, Danemark 2, sans trop se tromper. Le groupe Ouais, E, Tunisie 3. Tunisie, Tunisie. attention. Hein, Ouais. le club africain, moi je me méfie toujours du club africain. Le groupe E, on a quand même des très bonnes formations dans ce groupe-là. Commençons avec l'Espagne qui est 7e mondiale. On a un bon noyau de jeunes joueurs. Là. C'est la nouvelle génération espagnole. Dans les dernières années, on vivait un entre-deux très difficile. Là. Ça a été très, très difficile dans les compétitions internationales. Donc là, on arrive avec des Pedri, Gavi, Ansu Fati, là, les stars du Barça. On a beaucoup, beaucoup de talent individuel. Ouais, comme tu l'as dit, des talents offensifs notamment. Par contre, c'est une équipe assez inexpérimentée de compétition internationale. Un peu comme, c'est une équipe qui me fait penser un petit peu aux Pays-Bas. C'est une équipe qui est pas mal en Ouais, c'est reconstruction vrai. aussi. Ils ont fait le choix de laisser des leaders de côté. Derrea qui n'est pas pris en tant que gardien. Ouais. Il y a Sergio Ramos qui n'a pas été appelé non plus, qui aurait pu, selon moi, faire du bien, pas forcément sur le terrain, mais en tant que leader, leader de vestiaire, pour apporter l'expérience. Ils ont fait le choix vraiment d'y aller avec une équipe très jeune. Le talent est là, l'expérience ne l'est pas. Où est-ce que ça va aller? On verra. Le Costa Rica, 31e au monde. On les a vus beaucoup. Hein, Navas, qui est un excellent gardien là, avec le PSG. Mais c'est une équipe qui est très coriace, mais qui a des manques partout. Là, donc, je pense que dans ce groupe-là, particulièrement, ça risque d'être difficile pour le Costa Rica. Ouais, ouais, ouais. Écoute, j'ai eu la chance de les voir jouer parce qu'ils étaient dans le groupe du Du Canada Canada, pour les ouais. qualifications. Bon, ils m'ont pas impressionné. Non. On les connaît grâce à Navas, le gardien du PSG qui joue au C'est Real pas mal Madrid tout. avant, mais ah, exact, à part ça, non. L'Allemagne, 11e mondial. On est quand même un mélange intéressant de jeunes joueurs et de vétérans. Là, New York, Kimmich, Rudiger. Euh, un petit peu quand même un manque de balance par rapport à cette formation-là. La perte de Timo Werner, l'attaquant de Chelsea, fait quand même très mal, mais ça reste toujours une puissance, là, l'Allemagne.
Ouais, exact. Moi, je pense que c'est quand même une équipe qui va faire partie des favoris. Les Allemands, ils ont une vraie rigueur. Ils se présentent tout le temps. Comme tu dis, c'est une balance entre des jeunes et des moins jeunes. Je pense qu'offensivement, c'est une équipe où il lui manque un buteur, Ouais. un grand buteur. Mais c'est une équipe qui est à considérer. C'est une équipe qui a l'habitude des grands rendez-vous. C'est une équipe qui est quand même bien coachée. Beaucoup de C'est une équipe profondeur aussi, là. qui a beaucoup, beaucoup de profondeur. C'est une équipe qui connaît l'expérience, qui connaît les Coupes du Monde. Je les vois quand même aller assez loin dans cette Coupe du Monde. Le Japon est 24e mondial. Sans connaître une tonne à propos du Japon, je sais que c'est une équipe qui joue extrêmement rapidement, mais il manque ce grand leader offensif là, pour leur permettre d'aller au prochain niveau, là. Ouais, écoute, moi je me souviens, mais j'étais jeune de ça. Et c'était quand la Coupe du Monde, je pense que c'était en Corée du Sud, euh, où la Corée du Sud était allée loin dans une compétition. Ouais. Puis on parlait beaucoup de l'évolution du football asiatique dans les prochaines années. Et sincèrement, honnêtement, j'ai pas vu justement cette évolution. Je l'ai pas tant vu que ça. Je donne pas cher aux Japonais, comme tu dis. C'est une équipe aussi très rigoureuse. C'est une équipe travaillante. C'est une équipe, comme tu dis, qui est réputée pour sa vitesse, mais c'est trop limité selon moi. C'est dommage parce qu'on aurait eu le potentiel d'avoir un groupe de la mort avec deux équipes de tête. Ça aurait pris cette Ouais, troisième équipe qui puisse exact. les chauffer. C'est pas tout à fait Mm. ça, là. Je pense que l'Espagne et l'Allemagne devraient passer aisément au prochain tour. Le groupe G, ben, c'est le groupe du Brésil, hein. C'est le groupe pas mal à une équipe. Le Brésil arrive en tant que premier mondial. Ils ont des talents incroyables partout, là, rapidement. Alisson en tant que gardien, Marquinhos en défense, Casimiro et Bruno Guimaraes au milieu. Pour produire à l'attaque, on a des Neymar, des Richarlison de Tottenham, Vinicius Junior de Real Madrid, Rafinha au Barça. Et c'est la profondeur aussi des joueurs qui risquent de ne pas être sur le 11, mais qui ont du talent extraordinaire. Le Brésil arrive en tant qu'un des favoris, là. Attends, sur papier, pour moi, c'est l'équipe, c'est l'équipe la Top. meilleure. Quand Ouais. tu dis qu'ils se sont permis de ne pas prendre Firmino en attaque, Ouais. ça en dit long Ouais. sur l'équipe. Une équipe complète, je pense peut-être les ailiers, peut-être que c'est là où ça, enfin les arrières latéraux, c'est peut-être leur point faible et encore et encore. Une puissance offensive incroyable. Non, pour de vrai, c'est une hâte de voir comment ils vont jouer ensemble. Ouais. Je sais qu'ils veulent se rattraper de leur dernière Coupe du Monde. Ils vont vouloir vraiment aller la chercher aussi. Tu sais, ils me font penser à l'Argentine là-dedans. Non, grosse équipe. Je les vois aller très loin dans la compétition. Bien d'accord. La Serbie, 21e mondiale. Euh, Beaucoup de jeunes joueurs qui ont du potentiel, qui commencent à se retrouver dans des clubs européens intéressants. Euh, Ils sont encore jeunes, manquent d'expérience internationale, mais ils pourraient surprendre dans ce groupe, la Serbie. Ouais, écoute, c'est une équipe que je connais pas très bien, mais équipe d'Europe de l'Est, d'habitude aussi, c'est des équipes qui sont capables, qui ont un bon bloc, d'habitude, on dit un bon bloc. Je connais pas beaucoup, je pourrais pas trop te parler d'eux, mais tu J'ai beaucoup rassures. lu sur justement leur potentiel et que c'est une équipe qui pourrait venir à émergence justement dans cette Coupe du Monde. Donc, c'est intéressant à garder en tête. L'équipe qu'on connaît un petit peu plus, c'est la Suisse, 15e mondiale. C'est une équipe qui est très solide. Ils sont menés par des Mbolo puis des Jaka. Donc, c'est quand même une équipe qui, à chaque année, à chaque compétition, trouve le moyen de bien faire, là. Ouais, bien sûr. Écoute, c'est eux qui ont éliminé l'équipe de France au dernier Euro. En plus, ils étaient menés 3-1 à 10 minutes de la fin. Ils reviennent et gagnent au penalty. Ouais. Ça montre que c'est une équipe, mais mine de rien, ça montre que c'est une équipe qui lâche rien, une équipe qui a confiance en elle. Je trouve que c'est une équipe qui est très bien huilée. C'est des joueurs qui se connaissent bien. C'est Ouais. des joueurs qui jouent ensemble depuis très longtemps. C'est des joueurs qui posent beaucoup de difficultés aux grandes nations. Je me souviens d'un de leurs matchs pendant les qualifications contre l'Allemagne. Je me souviens de l'avoir regardé. Je pense que c'était terminé en match nul, mais ils menaient au score de deux fois dans le match. Non, moi je pense que c'est une équipe qui peut bien performer, qui est limitée pour aller.
Très loin, ouais, ouais. pour aller dans le dernier carré, mais c'est quand même une bonne équipe à surveiller. Mbolo, il est en confiance là, avec Ouais, Monaco notamment, vraiment. donc ouais. Cameroun, 43e mondial. Écoute, sans trop entrer dans les détails, on peut dire que pour eux, les meilleurs moments sont derrière eux. Là. On a déjà eu une belle génération de joueurs. C'est plus vraiment le cas. Là. Ça risque d'être difficile quand même pour eux dans ce groupe-ci. Euh, donc, dans le groupe G, on voit évidemment le Brésil et comme deuxième équipe, qui penses-tu qui pourrait passer au tour suivant? Ouais, j'hésite entre la Suisse et quand même le Cameroun, mais je vais y aller avec la Suisse. De mon côté, ça serait plus la Serbie au troisième rang. Mais oui, comme tu as dit, la Suisse, c'est une machine qui est bien huilée. Donc, je pense qu'on pourrait avoir un parcours intéressant. Dernier groupe, le groupe H. Écoute, le groupe avec quand même des équipes intéressantes. Commençons avec le Portugal. De leur côté aussi, c'est probablement le dernier héros de Cristiano Ronaldo, qui aura quand même son importance. Est-ce qu'il sera aussi incisif que par certains moments passés? Probablement pas, mais on a plusieurs très bons joueurs pour l'enterrer, pour l'entourer, pardon, des Bernardo Silva, des Yao Félix, Bruno Fernandes aussi. Par contre, dans les derniers jours, c'est la chimie que je me questionne. Certains incidents, tout ne semble pas au beau fixe du côté des joueurs portugais, donc ça sera à voir là. Ouais, écoute, non, c'est une fois de plus. Moi, c'est une équipe qui me fait penser un peu à l'équipe du Brésil, qui est quand même assez très talentueuse sur toutes les lignes, même défensivement, avec Ruben Dias, Cancelo. Enfin, écoute, c'est offensivement, Rafael Leao, Bruno Fernandes, Cristiano Ouais. Ronaldo, Joao Félix, je peux en citer plein. Très, très talentueuse. On en discutait là avec certains collègues. Il y en a plein qui les voient aller très loin. Maintenant, comme tu dis, là, en plus, il y a une sortie médiatique là, avec Cristiano. Puis là, enfin, mais ça y est, ça va commencer une semaine avant la Coupe du Monde dans plus ou moins toutes les équipes. On va en entendre Ouais, des parler des petites rumeurs à histoires. droite, à gauche. Moi, ce que je vois d'intéressant, c'est que oui, c'est la dernière, sûrement dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo, mais c'est qu'on arrive avec un Ronaldo qui n'est pas en confiance, qui joue pas beaucoup, enfin, mais il a même pas fait le dernier match avec Manchester United, c'est qui connaît vraiment une année très compliquée. Mais moi, je le vois comme quelque chose de bien, puisque j'ai le sentiment qu'avant, il y avait une forme de Ronaldo dépendance Oui, au Portugal. Donc, définitivement. tout était fait pour être mis autour de Cristiano Ronaldo, qui était là en tant que leader. Et la question que je me demande justement, le fait que là, il soit moins bien, ça va faire obliger les autres joueurs autour de lui de briller et peut-être justement d'aller chercher un plus grand collectif. Donc moi, je le vois peut-être comme un mal pour un bien, la situation de Ronaldo. Le Ghana, 61e mondial, donc vraiment pas beaucoup de profondeur ni talent brut. On a quand même un système collectif intéressant. Je ne sais pas si tu as quelque chose en particulier à dire sur le Ghana, Non, mais non, j'ai des souvenirs du Ghana il y a ouais, deux, trois voilà. Coupes du Monde, là, quand ils étaient allés au tir de pénalty contre l'Uruguay. C'était tout un match, mais ça, j'ai envie de dire, le Ghana C'est d'avant, loin en arrière, ouais. j'en ai plus entendu parler depuis. Donc, Non. Uruguay, 14e mondial. On est dangereux, mais on est vieillissant, hein. C'est évident que des Suarez, des Cavallini ont encore des qualités intéressantes pour ce tournoi-là, mais c'est pas nécessairement le même danger qu'avant pour les autres. non, exact, ouais, c'est ça, comme tu dis, on avait l'habitude de voir Cavani, Suarez, les deux stars de l'équipe. Les deux sont très vieillissants. Pour le reste, je connais pas. Je sais qu'ils ont un gardien. Ça fait plusieurs coupes du monde OK. qui fait des cagades, comme on dit, qui rate un petit peu ses compétitions. J'ai pas fait attention s'ils l'ont changé ou pas, mais j'ai le souvenir que c'est un gardien qui a fait plusieurs erreurs à des moments Ouais, clés. ouais, ouais. J'ai aucune idée s'ils l'ont gardé ou pas. Non, c'est pareil. C'est pas, je connais pas beaucoup de joueurs qui jouent là-bas à part leur On star dirait qu'il n'y a pas eu vieillissante. un renouveau depuis Ah, leur exact, comme belle s'il n'y avait pas époque, vraiment là. de transition qui avait Ouais, été voilà. faite. Donc, Corée du Sud, 28e mondial, c'est une équipe qui est quand même tenace, coriace, qui peut se tenir son bout. Euh, ça va être intéressant quand même de voir certains joueurs qui sont quand même de niveau mondial voir aller, mais on manque certaines qualités, là. ouais, alors en Corée du Sud, il y a Son, qui est bien Ouais, connu voilà. de De Tottenham. Tottenham.
Ouais, oui, qu'il y ait des individualités. Après, comme je te dis, pareil, c'est un championnat, puis c'est des équipes que je connais pas bien. Je sais pas. Là, c'est compliqué. Je peux pas te dire grand-chose sur. Donc, on est d'accord pour faire avancer le Portugal. Comme deuxième équipe, par contre, c'était un petit peu plus. On était un petit peu plus dans la brume là, dans ce groupe-ci, mais qui tu vois avancer? Ah, j'irai quand même avec l'Uruguay. Je pense que s'il pourrait avoir une surprise, ça pourrait être de ce niveau-là. La majorité des équipes qu'on a choisies, c'est assez béton. Euh, on va faire avancer l'Uruguay, mais la Corée du Sud pourrait finir par surprendre, surtout justement avec cet élément vieillissant de l'Uruguay. Pour conclure ce tour d'horizon de tous les groupes en vue de cette Coupe du Monde, on va simplement y aller justement, on a glissé quelques mots d'équipes qu'on voyait de tête. Là. Donc, j'aimerais savoir pour toi deux équipes que tu vois vraiment se rendre très loin dans cette compétition. Alors moi, je vois le Brésil et parce que je suis obligé de mettre la France. J'ai pas le choix. C'est Sinon, il y a un parfait. conflit. Sinon, il y a un conflit d'intérêts. Mais je mets France/Angleterre. Ben écoute, je vais la prendre, moi, l'Angleterre. Euh, Je pense que je les vois aller loin. Euh, Potentiellement, là, la route pourrait s'arrêter en demi-finale, mais on a trop une force de frappe et des talents individuels qui sont intéressants. Et mon autre équipe, peut-être que ça pourrait surprendre, mais l'Argentine, je pense que le fait qu'on arrive avec ce momentum-là, je pense que Messi va être capable de lever son jeu d'un cran et c'est tout ce qui se passe autour de lui qui est vraiment, vraiment intéressant. Euh, Argentine et Angleterre de mon côté. Si je dois choisir une équipe, c'est le Brésil. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de talent de ce côté-là. De ton côté, si tu as un gagnant à énumérer, c'est dur de choisir contre la France. Mais ouais, c'est dur, hein. Donc, non, je suis obligé de. Si rationnellement, je dirais le Brésil, mais avec le cœur, je dirais la France. Et l'autre partie de mon cœur, je dirais le Canada. Et je te prends un petit peu sans préavis, mais une équipe que tu vois peut-être surprise se rendre un petit peu loin dans la compétition. Je vais te laisser une petite seconde pour y penser. De mon côté, ça va être le Danemark. On va rentrer quand même avec un momentum. Je pense qu'on va avoir bien fait contre la France. Et justement, c'est ce collectif-là et ce travail individuel de certains joueurs qui vont être capables de propulser cette équipe, selon moi, jusqu'en quart de finale. De ton côté? Ouais, moi, je vois les Pays-Bas. Je vois les Pays-Bas qu'on Ouais. n'attend pas beaucoup parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une équipe qui était en reconstruction, qui tombe dans un groupe facile. C'est un groupe quand même assez facile, devrait en sortir avec le plein de confiance. Et après ça, hein, quand on arrive dans des matchs à élimination directe, tout peut se passer. Donc, je pense qu'ils sont capables d'aller accrocher au moins des quarts de finale. Écoute, David, c'est pas une mince tâche qu'on vient de faire, de faire le tour justement de tous ces groupes et de toutes ces équipes en vue de la Coupe du Monde. Là. C'est 8 groupes de 4 équipes. J'espère qu'on a fourni aux gens quand même une bonne analyse et on a passé un petit peu plus vite sur certaines équipes. Ça pouvait donner peut-être un petit indice que c'est un petit peu moins, ça vaut moins la peine de porter son attention. Mais le but était justement d'informer un petit peu parce qu'on sent l'engouement, on sent que l'engouement n'est pas pareil. Oui, la Coupe du Monde a toujours intéressé les amateurs de soccer, mais là, on ratisse plus large là, avec la présence du Canada et c'est vraiment une effervescence qui est très, très agréable de le voir dans certains médias qui vont donner beaucoup, beaucoup plus de couverture justement sur l'équipe. C'est agréable de vivre ça en tant que pays. Là. Ouais, vraiment, c'est un événement qu'on attend tout le temps, les passionnés de soccer. Comme tu l'as dit, en plus, avec le Canada qui se qualifie, ça rajoute un engouement particulier. Après, je pense que ça va être quand même une compétition très particulière parce qu'on sait dans les conditions dans lesquelles elle va se jouer, plein milieu de mois de novembre, en plein milieu des championnats, Ouais, beaucoup de blessures. On le voit, là, j'ai allumé mon téléphone en équipe de France, et une coucou, boum, on ouais, vient de voilà. savoir que, hop, voilà, j'ai l'impression que tous les matins, tous les soirs, il y a toujours un blessé. Des conditions climatiques qui vont être très difficiles aussi. Il va falloir être capable de Ça va faire s'adapter. très chaud. Je regarde, il n'y a même pas de matchs amicaux. Je regardais, j'étais étonné de ça. Il n'y a aucune équipe, ou presque aucune équipe qui fait des matchs amicaux de préparation. Donc c'est quand même un contexte très particulier
qui pourrait permettre justement aux petites équipes de créer des surprises. Donc, c'est sûr, dans nos prédictions, là, on y allait un petit peu sur les équipes sur papier en fonction des Ouais. talents qu'il y a. Mais moi, je ne serais pas étonné de voir quelques surprises, justement, dues un petit peu à ce contexte très particulier. Un Canada, pourquoi pas. Ah, J'invite justement les gens à être présents, particulièrement pour les trois rendez-vous. Après ça, ben, c'est du soccer de haute qualité à toute heure de la journée. Là, c'est la beauté de la Coupe du Monde. Mais trois rendez-vous à ne pas manquer pour le Canada. Le premier, justement, contre la Belgique, mercredi de la semaine prochaine, le 23 à 14 heures. Donc, ce ne sont pas des heures qui sont nécessairement faciles pour tout le monde, mis à part le dimanche. Mais j'espère que la majorité des gens vont se libérer et vont être capables de suivre notre équipe parce que ça en vaut la peine. On va être présent dans 4 ans, ça c'est assuré, mais on va vivre à fond cette Coupe du Monde 2022. David, merci beaucoup pour ta participation au temps d'arrêt, c'est très, très apprécié. Et bonne Coupe du Monde à toi. bah, merci à toi, Étienne. Merci de m'avoir reçu. Et puis, bonne Coupe du Monde à tous.